sont arrivés. Donc, je voulais vous remercier de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le biomimétisme. Je suis Hélène Campourcy, je suis la fondatrice et présidente de Pinkinov. Pinkinov, c'est une association que nous avons fondée il y a maintenant 5 ans, qui rassemble des hommes et des femmes de l'innovation. Notre ambition, c'est à la fois d'expliquer, d'illustrer, mais aussi de faire vivre l'innovation avec une forme d'application extrêmement concrète à travers des ateliers que nous réalisons d'habitude en matinée, puisque nous y appliquons une méthode que nous avons créée qui s'appelle la méthode Inexact. Inexact pour inspiration, exploration et action. Et l'idée pour nous, en tout cas, c'est de permettre à chacun de nos participants de s'approprier l'innovation avec un esprit maker, de telle sorte qu'à l'issue de chaque atelier, ils puissent utiliser cette méthode, utiliser ce qu'ils ont contribué à créer et co-créer auprès de leurs équipes ou de le transférer tout simplement en termes de compétences et de connaissances dans leur entreprise. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Pinkinov, ce que nous faisons, qui nous sommes, ce que nous réalisons, comment nous rejoindre aussi, je vous propose tout simplement de regarder notre site web, pinkinov.com. Alors, aujourd'hui, nous sommes comme tout le monde, c'est-à-dire en confinement, ce qui nous a obligés à nous réadapter quant à nos ateliers. Et ce matin, nous avons proposé avec Alain de faire cette première partie d'atelier d'inspiration. Et nous allons parler biomimétisme, source d'innovation et de créativité. C'est une thématique qui aujourd'hui porte tout ce sens et en plus qui nous est chère parce que Pinkinov travaille énormément sur tout ce qui est innovation responsable et c'est une des thématiques fortes que nous abordons puisque nous l'abordons notamment avec notre partenaire, l'organisation mondiale R20 qui a été cofondée par Michel Saban et Arnold Schwarzenegger et qui œuvre notamment pour réduire les émissions carbone et mettre en place des énergies durables et un développement de la croissance durable. Alors, dans cette session, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain Renaudin, qui est à la fois président de New Corp, mais aussi le fondateur d'une exposition qui s'appelle Biomimexpo, qui est juste magique pour y avoir participé et qui a lieu tous les ans. Et Alain dira quelques mots sur le prochain Biomimexpo qui se tiendra le 20 et 21 octobre prochain. En tout cas, sur le temps passé ensemble, Alain va nous expliquer ce qu'est le biomimétisme, nous l'illustrer et vous verrez, c'est assez magnifique avec des séries d'exemples concrets, mais aussi nous montrer en quoi le biomimétisme est un accélérateur à la fois de technologique et conjoncturel et que ce n'est pas une tendance, mais bien une démarche qui est porteuse à la fois de sens et d'avenir. Alain, je te propose de prendre la parole et de démarrer la présentation sur le biomimétisme et de partager toute cette connaissance et cette expérience. Génial, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est très à la fois étonnant, amusant et un peu frustrant de vous voir là sans forcément pouvoir vous toucher et vous voir physiquement. Je vais vous demander un peu de bienveillance parce que l'exercice n'est pas non plus super évident pour ce qui me concerne. Notamment, moi, j'ai 2 défis. C'est que premièrement, il va falloir que je reste assis, et ça ne va pas être évident. Et deuxièmement, il va falloir que je parle sans les mains. Enfin, je vais sans doute le faire, mais vous ne le verrez pas. Donc ça va être un deuxième défi. Merci à Pinkinov pour cette invitation et proposition, et indirectement à R20, qui est aussi partenaire de Biomexpo, qui fait un boulot formidable, parce que l'avenir passe aussi par la mobilisation des régions et des territoires. Alors, je vais passer en partage d'écran pour vous montrer un certain nombre d'exemples, effectivement. Alors, expliquer, je ne sais pas, en tout cas, partager volontiers quelque chose qui, si c'est une tendance, est une tendance qui dure depuis 3,8 milliards d'années. Donc, c'est quand même pas mal en matière de tendance. Il y a probablement un intérêt à regarder ce qui se passe. Je vous demande aussi votre bienveillance parce que je sais qu'il y a beaucoup de connaisseurs du sujet dans l'auditoire. Alors, je vais essayer de vous proposer une balade en biomimétisme qui soit intéressante pour tout le monde. De toute façon, on a toujours des choses à découvrir, même quand on connaît le sujet. Nous-mêmes, côté New Corp, Biomexpo,
On bosse là-dessus depuis plusieurs années, quasiment en passion quotidienne, et on n'arrête pas de découvrir des sujets parce que le biomimétisme est en train véritablement d'accélérer. Donc, je vous propose de faire un partage d'écran. Donc, normalement, vous ne devriez plus nous voir, nous trois, mais voir une diapo avec une petite fourmi sur la droite qui va nous accompagner. Est-ce que, oui, je ne peux pas vous demander, mais normalement, vous voyez tous le diaporama. Et la proposition, c'est qu'on va demander à cette petite fourmi qui s'appelle Cataglyphis de nous une fourmi du désert qui va donner un sujet d'étude pour nos amis de l'Institut des sciences du mouvement de Marseille. Voilà, vive les Marseillais. Pour faire notamment sur la partie gauche ce robot qui s'appelle Antbot, qui est un robot qui se géolocalise sans GPS parce que cette petite fourmi du désert n'utilise pas de phéromones pour retrouver son chemin, comme le font ses petites camarades, mais utilise une forme de boussole solaire ou spatiale. Et donc, l'idée que je vous propose, attendez, parce que là j'appuie sur les flèches, mais mon diaporama n'avance pas, donc ça va pas être très pratique. Peut-être que je n'ai pas ouvert le PowerPoint, mais le PDF. Je recommence, pardon. PowerPoint, ça doit être ça, comme ça. Voilà, ça marche. Et donc l'idée, c'est que cette petite fourmi nous serve un peu de boussole pour voir comment le biomimétisme, au-delà d'être, ça c'est un message que je voudrais partager avec vous, au-delà d'être une source d'innovation, souvent technologique, scientifique, un peu ardue, est en réalité aussi une forme de philosophie, une forme d'état d'esprit, et pourquoi pas de projets, et pourquoi pas de projets de société. Donc, comment est-ce que cette petite cataglyphis cataphilis, pardon, pourrait nous aider à nous orienter dans l'avenir en prenant comme modèle un truc qui s'appelle le vivant et qui est là depuis 3,8 milliards d'années. Donc, je ne vais pas pouvoir aborder tous les sujets, mais l'idée, ces trois chapitres, le chapitre du milieu sera le chapitre principal, mais un premier chapitre pour parler un peu de définition et donner quelques points de repère, pour voir d'où vient le biomimétisme et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui, et pourquoi est-ce que ça prend beaucoup de temps aujourd'hui. Un deuxième chapitre qui sera le plat principal, bourré d'exemples, extrêmement concrets, opérationnels, qui pour la plupart, enfin pour un certain nombre d'entre vous et un certain nombre d'exemples vous étonneront probablement. Et puis, un dernier, troisième chapitre assez court, voilà, qu'on appelle le biomimoué d'une certaine manière, ou la biomimatitude, on pourrait dire, pour considérer que le biomimétisme, ce n'est pas qu'un truc de paillasse, de chercheurs et de laboratoire, mais c'est aussi quelque chose qui peut inspirer notre vie quotidienne, même si on n'est pas soi-même chercheur ou dans un R&D ou ingénieur ou je ne sais quoi. Et comment ça peut aller même jusqu'à inspirer notre relation aux autres. Parce que comme j'aime bien le répéter, dans le biomimétisme, il y a l'idée évidemment de s'inspirer du vivant, mais si on ne s'inspire pas des autres, sachant qu'on fait nous-mêmes partie du vivant, ça ne produit pas grand-chose. Et donc voici les trois chapitres que je vous propose. Et pour démarrer, on va faire un petit jeu entre nous. Alors je suis désolé parce que vous êtes muets, mais c'est un petit jeu qui s'appelle le quiz qui tue. Je vais vous montrer deux planches rapidement avec 16 cases. Et à chaque fois que je vais vous montrer une planche, vous allez dans vos têtes essayer de reconnaître rapidement les images, les objets qui sont dans chacune de ces cases. OK, on y va. Première planche. Vous avez 16 logos, caviardés comme on dit. Je pense que vous êtes déjà à 10, 12, 13, probablement déjà à 14 ou 15 ou 16 sur 16 en matière de reconnaissance de ces logos, qui sont des logos de grandes marques ou de grands groupes. Ça, c'était la première planche. On passe à la deuxième planche. Même principe, des visuels, et vous les reconnaissez, vous les nommez dans vos têtes. Alors voilà, évidemment, c'est moins facile. Pourtant, on est sur un niveau facile de ce petit jeu qui pourrait être plus compliqué. Voilà, on est sur quelques feuilles, quelques oiseaux, quelques poissons ou crustacés et quelques insectes.
Alors voilà, le problème, il est sans doute là. On s'est perdu de vue, d'une certaine manière, avec la nature. On s'est déconnecté. On parle beaucoup aujourd'hui de confinement et de distanciation sociale. Moi, je trouve que un de nos enjeux, un de nos problèmes d'aujourd'hui, c'est qu'on a surtout créé une distanciation écologique. Et en perdant nos repères, en perdant ce lien avec la nature et l'environnement et l'écologie, eh bien, on en a perdu un certain nombre de réflexes. On a probablement cru qu'on pouvait s'autonomiser d'elle aussi. Mais le problème, il est peut-être là, c'est qu'on reconnaît évidemment facilement tous ces nouveaux objets de nos vies quotidiennes et un peu moins seulement partie de notre vie quotidienne. Eh bien, le biomimétisme, c'est aussi ça, c'est aussi se réétonner, se réémerveiller, recréer de la curiosité, de l'amour et de l'envie de connaissance sur cet environnement qui nous entoure. Probablement aussi pour une raison assez simple, c'est qu'on a plutôt plus facilement tendance à protéger ceux qu'on aime, ce CEUX, ce SL, mais aussi ce CEQE. Et plus on développera de la connaissance, de l'intérêt et de la curiosité pour le vivant, plus on recréera cette proximité, plus évidemment on pourra à la fois s'en inspirer, mais aussi le protéger. Parce que je vous assure que, enfin, j'espère que dans quelques minutes, en tout cas c'est ce qui se passe à Bioim Expo, quand on vient à Bioim Expo, généralement, enfin, je sais qu'il y a eu des expériences et des témoignages intéressants de ce côté-là. On regarde plus les insectes de la même manière, voire on n'écrase plus les araignées quand on en croise une chez soi, quand on sait le génie de la soie d'araignée. Donc on y va. La nature a plein de choses à nous dire. Encore faut-il être en capacité de l'écouter. C'est cette idée de biomimétisme. Alors la définition elle est assez facile et en fait il y en a plein de différentes. C'est cette idée que on a tout autour de nous des techniques, des stratégies absolument géniales développées par le vivant depuis 3,8 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre. Et donc l'idée du biomimétisme, c'est bios, la vie en grec, mimétisme évidemment, j'explique pas ce que c'est. On peut jamais copier le vivant parce qu'on sera jamais aussi bon que le vivant. Mais même quand on l'approche, on en tire un certain nombre de bénéfices vraiment intéressants. Donc, comment est-ce qu'on s'inspire du vivant pour essayer d'être nous-mêmes plus résilients dans nos activités, production, organisation, services, etc. Et comment on peut s'inspirer du vivant pour augmenter notre propre résilience en tant qu'espèce, en réduisant notre empreinte, mais aussi en vivant mieux et en vivant mieux du point de vue de l'harmonie de l'espèce humaine avec les autres espèces, avec ce qu'on a aussi l'habitude, je trouve que le terme n'est pas très joli, a l'habitude d'appeler le vivant non humain. Bon, c'est pas très heureux, mais ça dit quand même assez bien ce que ça veut dire. Sinon, vous avez une autre définition qui est beaucoup plus simple. C'est cette idée de reprendre une posture d'élève et d'enfant face au génie du vivant. Parce que le biomimétisme est quand même basé sur une condition un peu sine qua non, c'est de reprendre conscience de la place qu'on occupe et d'arrêter de vouloir donner des leçons à tout le monde et de regarder le vivant et la nature et l'écologie et l'environnement, notre biotope, d'une certaine manière, qui nous entoure, avec beaucoup d'émerveillement, de curiosité et de simplicité et d'humilité. Alors pourquoi regarder tout ça? Tout simplement parce que bon, la planète Terre, c'est 4,5 milliards d'années, mais on considère que les premiers frémissements de bactéries, ça a dû arriver il y a à peu près 3,8 milliards d'années. Et tout ça, c'est un laboratoire à ciel ouvert, c'est une bibliothèque de connaissances, de génie, d'ingénierie. Évidemment, ça s'est adapté pendant des milliards, des centaines de millions d'années. Et donc, le vivant a toujours cherché à optimiser pour s'adapter le mieux possible à son environnement. Alors évidemment, les espèces n'ont pas 3,8 milliards d'années, ça c'est le début de la vie, mais on est quand même assez fréquemment face à des spécimens qui ont 200, 300, 400, 500, 600 millions d'années, comme les méduses ou les requins par exemple. Et nous-mêmes, finalement, là-dedans, on n'est pas grand-chose. Parce qu'on a l'habitude de considérer que l'Homo sapiens, il a à peu près 250 000 ans, enfin entre 200 et 300 000 ans. Il y a un petit peu de débat scientifique là-dessus, mais on va faire une moyenne à 250 000 ans. L'homme de la révolution industrielle, il a 160 ans. Le 27 août 1859, c'est la date du premier derrick qui fait sortir du pétrole.
Donc, c'est il y a 160 ans. Donc, autant vous dire que c'est une étincelle sur l'échelle du temps géologique. Si vous ramenez ces 3,8 milliards d'années sur une année calendaire qui va du 1er janvier au 31 décembre, nous, on est arrivé sur ce calendrier il y a 34 minutes. Parce qu'on est arrivé, même pas l'été, même pas à la rentrée, on est arrivé en décembre, même pas à Noël, mais le 31 décembre, à 23h30 et quelques. D'accord. Et si vous ramenez ça sur une heure, on est arrivé il y a 24 secondes. Et si on continue à s'amuser avec ça et qu'on regarde uniquement notre période, on va dire industrielle, nos 160 ans, sur l'heure, je n'ai même pas calculé parce que là, on n'est même pas dans l'épaisseur de l'aiguille, mais sur une année entière, on est arrivé, nous, hommes industriels modernes, il y a 1,3 secondes. Et donc, l'idée du biomimétisme, c'est de dire, waouh, on s'arrête une seconde, c'est le cas de dire, et on regarde ce qui s'est passé avant, plutôt que d'être le dernier qui est rentré dans la classe et qui donne des leçons. Donc, regardons comment la vie nous a précédés pour voir comment la vie peut nous succéder d'une certaine manière, y compris nous en tant qu'espèce. Parce que finalement, nous-mêmes, on est peu de choses. Si vous regardez ce schéma qui s'appelle l'arbre de la vie, donc au milieu, on est à moins, allez, là il y a 4000, on va dire moins 4 milliards d'années. Ça démarre avec des bactéries, si vous commencez à circuler de la gauche vers la droite en faisant le tour. Ça démarre avec des bactéries. Et puis finalement, vous avez les extinctions de masse. Là, alors, je ne sais pas si ça marche là, quand je bouge ma série sur l'écran. Peu importe, la dernière extinction massive, c'est 65 millions d'années. Donc, ce sont les dinosaures. C'est pour ça qu'on parle, c'est la 5e, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la 6e. Et finalement, nous, là-dedans, il faut zoomer pour nous voir arriver à peu près par là. Donc, vraiment, vraiment tardivement. Et donc, l'idée du biomimétisme, c'est aussi de nous regarder dans le temps, c'est ce que j'ai raconté avec ma petite histoire d'année calendaire, mais aussi dans l'espace et dans la masse de la vie pour reprendre conscience que nous sommes un parmi une multitude et que, évidemment, chaque élément de cette multitude est interdépendant du bien-être et de la capacité à vivre de ces autres espèces, nous y compris. Donc, c'est aussi ça le biomimétisme, c'est reprendre conscience de notre place dans le temps et dans l'univers. Et à partir du moment où on pose ces jalons, eh bien, on regarde les choses un peu différemment. C'est pour ça que j'aime bien dire aussi que le biomimétisme, c'est un changement de regard sur la vie, l'écologie, la science, la recherche, mais aussi sur les autres, pour nous se considérer différemment. Et pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que, bien sûr, là, en pleine crise du Covid-19, on se rend bien compte de notre fragilité. Mais en fait, cette prise de conscience, elle ne date pas du Covid-19. Ça fait quand même quelques années que, ici ou là, on se pose la question de la capacité de survie de l'espèce humaine. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais on a toujours parlé de l'espérance de vie des hommes et des femmes depuis des dizaines d'années. Et on disait, voilà, 70 ans, 75 ans, 80 ans, etc. L'espérance de vie des hommes et des femmes. Et depuis quelques années, alors c'est un peu Stephen Hawking qui a lancé les hostilités, mais depuis quelques années, on parle de l'espérance de vie de l'humanité. Alors ça, c'est probablement, même si les termes sont toujours galvaudés quand on parle de ça, mais c'est probablement une première historique. C'est probablement la première fois de la vie de l'humanité que l'humanité se pose la question de sa survie en tant qu'espèce. Et cette question-là, elle se pose depuis une bonne dizaine d'années déjà. Vous avez même quelques personnes assez sympathiques qui s'amusent à essayer de pronostiquer la date de la fin de l'espèce humaine. Alors, je vais vite passer à autre chose parce que ce n'est pas très réjouissant, mais c'est quand même important d'abord de comprendre que ça ne date pas du Covid-19 et deuxièmement de comprendre qu'il y a aussi un aspect positif derrière ça, c'est cette prise de conscience de notre communauté de destin. On a une prise de conscience d'une communauté de destin en tant qu'espèce humaine aujourd'hui. Et cette communauté de destin, on est aussi en train de prendre conscience qu'elle est liée à toute cette vie non humaine qui est autour de nous. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et c'est aussi à ça que le biomimétisme apporte
des éléments de réponse pour essayer de résoudre un challenge qui est intéressant si on pose comme ça. C'est serons-nous, tout prétentieux et orgueilleux que nous sommes, l'espèce qui aura eu la durée de vie la plus courte finalement? Ou serons-nous capables d'être aussi résilients, c'est-à-dire aussi intelligents qu'un ver de terre? C'est bien d'aller marcher sur la Lune, c'est bien de faire des choses formidables, mais encore une fois, nous, l'Homo sapiens, on a 200 000 ans. Même si on remonte à notre ancêtre Lucie, on va dire qu'on a 3 millions d'années. Et 3 millions d'années par rapport à un requin de 500 millions, honnêtement, c'est encore pas grand-chose. Et donc, comment s'intéresser à ce génie du vivant pour nous-mêmes améliorer notre propre résilience en tant qu'espèce? Et ça pousse à voir les choses différemment. Là, vous avez deux visions du monde. La vision telle qu'on la connaît depuis 69 à gauche, ou plus récemment avec les photos magnifiques de Thomas Pesquet. Okay. Et puis à droite, vous avez une collection de micro-organismes marins qui s'appellent des diatomées, qui sont des trucs incroyables. D'abord, d'une beauté stupéfiante, et ensuite, ces petits organismes-là sont des organismes qui sont capables de produire de la photosynthèse. Accessoirement, ça absorbe à peu près un quart du CO2 qu'on émet et ça produit à peu près un quart de l'oxygène qu'on respire. Donc, ce sont des petites choses microscopiques, évidemment, qu'on ignore, qu'on ne connaît pas dans notre vie quotidienne, mais qui sont indispensables à notre vie quotidienne. Mais deuxièmement, ces petits organismes-là sont capables de fabriquer une coque de verre à température ambiante, en milieu aqueux et à pression ambiante. Là où nous, on a besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup de pression, avec des fours à 1500 degrés, ces diatomées sont capables de fabriquer ce que vous voyez sur la gauche, une coque de verre, pour se protéger. Et cette coque de verre, elle est micro-perforée, de plein de manières différentes, mais généralement avec une logique arithmétique assez étonnante, qui fait que, par exemple, vous avez sur un certain nombre de diatomées une micro-perforation avec 3 diamètres différents de taille de trous, qui sont alignés d'une certaine manière, qui fait que cette succession, cet enchaînement crée un filtre anti-UV. C'est un filtre anti-UV mécanique. Si vous le répliquez, vous obtenez le même bénéfice. Et donc, c'est intéressant de proposer ce changement de regard sur le vivant pour voir comment on pourrait imaginer faire les choses autrement. Et en changeant ce regard sur le vivant, on se réémerveille du vivant, on le redécouvre. Et encore une fois, en le redécouvrant, on le protège mieux et on comprend mieux tout l'intérêt et tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Alors, le biomimétisme, c'est plusieurs choses à la fois. D'abord, c'est un paradigme. C'est cette idée de prendre le vivant comme modèle. C'est assez simple comme idée, encore une fois, mais c'est parce que c'est une idée simple qu'elle est puissante. Et ça change à 180 degrés notre vision de l'écologie, de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement, l'écologie, ce n'est pas un truc en kikinant. Ce n'est pas un truc qui empêche de faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas un truc castrateur ou infantilisant ou incantatoire. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. Et quand vous renversez la table, quand vous renversez le paradigme en disant mais ce n'est pas un problème, c'est une solution, ce n'est pas un truc que l'homme doit protéger, c'est un truc dont l'homme doit s'inspirer pour vivre mieux, vous changez de paradigme. Deuxièmement, c'est une approche hybride, puisque on va voir, c'est très technique, et ça correspond souvent, et on va le faire dans une seconde, à la vitrine qu'on donne, mais c'est aussi une posture philosophique, sociétale. C'est une source d'innovation, et puis c'est universel. Vous allez voir que c'est applicable dans beaucoup de domaines et à toutes les échelles. Le cahier des charges du vivant, il est assez simple. Je ne vais pas lire tout ça, mais en gros, vous fonctionnez à l'énergie solaire. Vous êtes intelligent dans votre être économe, en énergie, en matière. On ne gâche pas dans le vivant. On ne produit pas de déchets. Généralement, on travaille en circuit court. Ce qu'on est en train de redécouvrir ici avec le Covid-19 sur notre interdépendance, sur la mondialisation, etc. D'une certaine manière, la mondialisation standardisée n'existe pas dans le vivant pour une raison assez simple, c'est qu'on s'adapte toujours de la manière la plus intelligente possible à ce que notre écosystème local est capable de nous fournir en partenaires sexuels, en capacité
à fournir des matériaux pour fabriquer son habitat, en nourriture, etc. Ce qui fait que, si vous prenez l'exemple de l'habitat dans le vivant, ben, le downtown standardisé d'un bout à l'autre de la planète n'existe pas parce qu'on n'a jamais vu un castor faire 2000 km pour aller chercher son bois. Il s'approvisionne en local avec ce qu'il trouve. On travaille en intelligence et en réseau interconnecté. Dans biodiversité, ce qui est important, ce n'est pas bio, c'est diversité. Ce qui fait la résilience d'un écosystème, pour schématiser, pardon, c'est, on va dire, deux facteurs. C'est la diversité de ses ressortissants, d'une certaine manière. Et plus vous avez une espèce qui va devenir dominante, plus elle va mettre en péril l'équilibre de l'écosystème. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui se plaignent qu'il y a de plus en plus de méduses sur nos littoraux. Écoutez, ne vous inquiétez pas, quand le biotope aura été appauvri par cette surdensité de méduses, eh bien, la méduse elle-même disparaîtra. D'une certaine manière, dans nos mondes socio-économiques, c'est la même chose. Plus vous avez une espèce dominante, plus elle va mettre en péril l'équilibre de son écosystème socio-économique et à terme, sa propre capacité de survie. Et le deuxième facteur qui est important, c'est bien d'avoir de la diversité, mais c'est aussi d'avoir des interactions, d'avoir des approches symbiotiques, qui fait que finalement, dans le vivant, vous avez des deals à tous les étages. Et cette zone de la mycorhize, qui est cette zone un peu frontalière entre le mycélium et le réseau racinaire de l'arbre, c'est finalement là où tout se passe et où le mycélium va apporter des nutriments et en échange va bénéficier de la photosynthèse que produit l'arbre et que lui, le mycélium, ne peut pas faire. Ensuite, c'est une vieille histoire, le biomimétisme. Et on a même retrouvé des papiers où Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ, s'intéressait avec une certaine passion visiblement au gecko, à ce petit lézard. Il était visiblement stupéfait par cette capacité d'adhésion de ce petit gecko. Mais ce n'est pas nouveau. Moi, j'aime bien rappeler qu'en réalité, ce qui est nouveau, ce n'est pas le biomimétisme, ce sont nos enjeux. Si on n'avait pas nos enjeux d'aujourd'hui, on ne parlerait probablement pas de biomimétisme. Et probablement que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs étaient des experts en biomimétisme pour optimiser leurs techniques de chasse en s'inspirant de tout ce qu'ils pouvaient observer dans leur environnement. Mais ce qui fait que ça devient quelque chose d'intéressant aujourd'hui, eh bien, c'est la capacité du biomimétisme à nous apporter des réponses différentes, en tout cas, nouvelles probablement, pour résoudre un certain nombre d'enjeux qui sont devant nous, en partant du principe que finalement la vie a réussi à résoudre ces enjeux. En réalité, le développement durable n'est pas un concept inventé par Brundtland en 87. C'est quelque chose qui existe dans le vivant depuis la nuit des temps. Le vivant est un système de développement durable. Ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas besoin de l'inventer. Il suffit de se pencher et d'essayer de s'en inspirer. Je vais avancer là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est que ça réinterroge notre rapport à la nature et au vivant. Là, on a fait une petite étude côté du corps sur 5 grandes phases. Alors, c'est un peu schématique, mais en gros, la nature était divine et il fallait l'adorer dans les temps ancestraux. C'est une époque où on pratiquait aussi du sacrifice humain pour implorer les divinités pour généralement avoir soit des femmes fertiles, soit des terres fertiles. Donc voilà, on implorait le vivant et on était le vivant, c'est plus tard. Et le vivant et on était capable de sacrifier l'homme au vivant. Évidemment, je vous passe le raccourci qui fait qu'aujourd'hui on a sacrifié le vivant à l'homme. Il a fallu ensuite apprivoiser cette nature pour la dominer. En gros, c'est l'époque où on s'est sédentarisé, où on est passé d'un peuple nomade qui suivait, et notamment les saisons, à un peuple qui s'est sédentarisé, notamment avec l'agriculture. À partir du moment où vous vous sédentarisez, eh bien, il faut irriguer, il faut canaliser, il faut dominer, il faut défricher, etc. La nature comme un stock, avec tous les enjeux que vous connaissez, donc c'est cette fameuse date de 1859, du premier Derrick. Donc là, la nature est devenue de l'argent, est devenue un enjeu de pouvoir, un enjeu de guerre, etc. Un peu plus récemment, dans les années 80-90, on s'est rendu compte qu'il fallait la protéger. Et puis cette ère du biomimétisme est un peu une ère où la nature devient finalement un modèle dont on peut s'inspirer.
C'est en plein essor. Les publications scientifiques, les dépôts de brevets en matière de biomimétisme sont sur des facteurs de 5 à 10 depuis 5 ou 10 ans. Donc, ça s'accélère en matière de dépôts de brevets et de publications, à peu près dans tous les domaines et dans tous les pays. Mais la France et l'Europe ont une excellence académique et de recherche dans ces sujets-là. La recherche n'est pas assez connue et valorisée en France. Et donc, l'intérêt du biomimétisme, c'est aussi, autant que possible, de valoriser cette excellence scientifique et académique que nous avons. Il y a de plus en plus de grands groupes industriels, d'écoles, de start-up qui s'intéressent à ça. On a identifié, côté Newcorp, ça correspondait à peu près à 200 à 300 millions d'euros de levée de fonds, ce qu'on va appeler la biomime deep tech ou la French tech du biomimétisme, qui sont sur des projets enthousiasmants et étonnants, et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Tout ça pour dire que côté grand groupe, c'est souvent lié aux enjeux RSE et développement durable. C'est-à-dire comment s'inspirer du vivant peut nous aider à être plus performants en matière de politique, de résilience, de réduction d'empreintes et d'impact. Et puis côté start-up, ce que j'aime bien dire, c'est que ça prouve aussi qu'il n'y a pas que les brosses à dents connectées de Las Vegas dans la vie, il y a aussi des projets un peu plus sympas et un peu plus vertueux. Et du côté cursus de formation, pour l'instant, les cursus de formation sont beaucoup en Allemagne, mais on a tout un écosystème français qui s'anime énormément. Et depuis quelques années, pour ceux qui suivent, tout le monde le sait, on a créé il y a 5 ans une association qui s'appelle CBIOS pour justement fédérer notamment toute cette communauté et faire avancer les choses et les projets. Et donc Biomime Expo, c'est le rendez-vous qu'on a créé, la 5e édition cette année. Je vous donne juste les dates, là, après je passe aux exemples pour que tout le monde s'en souvienne, mais on en reparlera. Alors les exemples, je vais dire des choses que vous connaissez probablement, mais de temps en temps, il ne faut pas oublier de rappeler des évidences. Et puis, c'est intéressant de voir aussi l'histoire de l'innovation bio-inspirée qui se cache derrière. L'exemple enfin, il y a des icônes dans le biomimétisme en matière d'innovation bio-inspirée, en matière d'aérodynamisme et d'aéronautique. On va commencer par une icône qui sont ces fameuses winglets que vous observez au bout des ailes des avions et qui sont inspirées de cette image de ce grand rapace dont vous observez que les rémiges primaires, qui sont ces grandes plumes aux extrémités des ailes, sont relevées quand ils planent. Et ça a interpellé un ingénieur-chercheur en 1974 au centre de recherche de la NASA. Donc, ce n'est pas une invention Boeing ou Airbus, c'est ce monsieur, Richard Whitcomb, qui a eu besoin de résoudre des problèmes de turbulence au début des années 70 à la NASA. Et comme il était aussi passionné de grands oiseaux et de grands rapaces, il s'est posé la question du pourquoi de ces ailes relevées de ces grands rapaces en plein vol. Et finalement, en mimant ces rémiges primaires pour créer ces winglets, il a permis de réduire les turbulences sur les ailes des avions, parce que généralement, vous avez une espèce de vortex, un tourbillon d'air qui se crée, et quand l'aile est plate, ce tourbillon d'air passe au-dessus et en dessous, ça fait vibrer l'aile. Et grâce aux winglets, en réalité, ce winglet va embarquer ce tourbillon d'air vers l'extérieur, va le canaliser d'une certaine manière. Et le winglet donc réduit les turbulences. Sur un A320 comme celui que vous avez vu tout à l'heure, ça réduit de 3,5% la consommation de carburant sur un vol. Alors, ça ne rend pas le trafic aérien vertueux, mais ça réduit l'empreinte environnementale. J'aime bien aussi cet exemple que dans le biomimétisme, vous avez plein d'exemples avec des effets d'échelle variables sur les bénéfices attendus. Et parfois, c'est intéressant parce que gagner 3 ou 4% de carburant, d'abord, c'est énorme et c'est intéressant, mais ça ne change pas le fait que ça reste un avion et ça reste du trafic aérien qui fait x2 tous les 15 ans. Mais c'est quand même bon à prendre. Parfois, c'est un peu plus disruptif ou systémique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'aéronautique, le biomimétisme est une vieille école. Là, vous avez l'avion EOL 3 de Clément Ader. On est en 1902. Cette photo a été prise au musée des Arts et Métiers, magnifique musée à Paris. Il s'était inspiré d'une aile de chauve-souris.
l'homme est prétentieux, mais il y a probablement un domaine dans lequel il a quand même su assez vite qu'il était moins bon que le vivant, c'est pour voler en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça continue dans l'aéronautique, ça reste une activité de recherche et d'innovation importante. Chez Airbus, ils vont chercher à faire vibrer les bords de fuite des ailes, donc la partie arrière de l'aile, pour là aussi réduire les turbulences en créant des filets d'air, en décomposant un peu les filets d'air pour réduire les frottements et les turbulences. Chez Boeing, en toute humilité américaine, ils ont créé le matériau le plus léger du monde, cette fois-ci en ne s'inspirant pas des oiseaux, mais de nous, et notamment de nos structures osseuses. Nos œufs sont poreux et alvéolaires. Ils n'ont pas une densité de matière homogène, parce que généralement, il y a plus de matière là où il y a des points de force, là où on en a davantage besoin. Ils ont créé cette chose qui s'appelle le microlattice, qui est en réalité composé à 98 ou 99% d'air, qui est un matériau ultra léger. Côté Airbus, un des derniers délires sympathiques qu'ils ont, c'est de se dire, mais pourquoi ne pas faire voler nos vols commerciaux en escadrille à la façon des oies sauvages? Parce qu'on a observé que la dernière oie de la formation battait 2 fois moins des ailes. Et donc, si demain, vous imaginez des vols commerciaux à la façon des oies sauvages, eh bien, vous êtes capable d'économiser de 10 à 15% d'énergie. Là, vous avez une petite vidéo qui défile. J'espère que selon les bandes passantes des uns et des autres, l'image n'est pas trop hachée, mais sinon, vous la retrouverez dans le replay. C'est un des derniers axes de recherche d'Airbus en matière de bioinspiration, qui fait l'objet d'une certaine négociation avec les autorités de sécurité du trafic aérien. Alors, il ne s'agit pas de faire en sorte que les avions se suivent de trop près, hein, mais rien qu'en étant à 1 ou 2 kilomètres de distance, ça permettrait de faire des économies de carburant substantielles. Vous voyez, entre 5 et 10% de carburant en moins, ce qui est colossal dans un secteur comme celui-ci. Fellow Fly. Alors, ils étaient venus en parler à BIOM Expo en 2018 et ils l'ont présenté à un Dubai Air Show là, il y a quelques mois. Alors, une autre stratégie géniale du vivant, c'est le vol furtif. Vous avez là la photo d'une belle chouette et ici une petite vidéo. Il y aurait du son, ce serait pareil, parce que la chouette est championne du monde d'une caractéristique particulière qui est le vol furtif pour une raison assez simple, c'est qu'elle capture ses proies en vol. Et donc, évidemment, si elle arrivait comme un B-52 en faisant un boucan d'enfer, ça ne marcherait pas. Et un certain nombre de chercheurs, côté anglais, mais pas uniquement, ont essayé de comprendre pourquoi. Et ils se sont rendus compte que sur le bord de fuite de l'aile de la chouette, donc la partie arrière de l'aile, vous avez un revêtement un peu duveteux, un peu poilu, velu, si vous voulez, qui fait que les filets d'air vont être subdivisés. Ça va réduire, ça va multiplier les zones de frottement et chacune de ces zones de frottement va être réduite. Eh bien, quand vous mimez ça, et même de façon un peu grossière, à la façon d'une sorte de peigne que vous mettez sur les ailes des pales d'éoliennes, vous voyez ici, et tout le monde s'intéresse à ça, ENGIE, Enercon, Siemens, eh bien, vous réduisez sur un facteur important les nuisances sonores, vous réduisez le bruit, tout simplement en répliquant cet effet duveteux observé sur l'aile de la chouette. Et les nuisances sonores des pales d'éoliennes, c'est un des problèmes, c'est une des critiques qui est faite aux pales d'éoliennes. Donc, le débat sur les éoliennes peut rester ouvert, mais en tout cas, ça, c'est un facteur qui permet de réduire une des critiques qui est faite aux pales d'éoliennes. Et vous voyez sur cette photo que la réplication n'est pas non plus, pardon pour eux, hein, mais ultra sophistiquée. Hein, vous n'avez pas besoin de recréer un matériau extrêmement fin. Généralement, manufacturer des choses extrêmement fines, c'est compliqué. Ça résiste peu à l'usure, etc. Donc, même en vous approchant de ce que fait le vivant, vous pouvez obtenir le même bénéfice. C'est ça qui est génial dans le biomimétisme, c'est que si vous vous inspirez du vivant, que vous le répliquez à peu près, vous allez en bonne partie récupérer le même bénéfice que le vivant réussit à obtenir avec une structure beaucoup plus sophistiquée. L'autre exemple iconique,
c'est cet oiseau qui est évidemment un martin-pêcheur, qui a une capacité étonnante à pénétrer dans l'eau avec un coefficient CI. Ce fameux TGV japonais Shinkansen. Alors, ce qu'il faut rappeler ici, c'est que le Shinkansen n'est pas né avec ce nez. Le Shinkansen, il a été lancé au début des années 60. Il ressemblait à n'importe quel train, j'ai envie de dire. Et pendant 30 ans, ils ont eu un problème d'à-coups aux entrées et sorties de tunnels. On est sur un tracé ferroviaire en zone littorale, on est au Japon, entre la mer et la montagne. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties de tunnels. Et pendant 30 ans, il y a un problème de changement de pression d'air aux entrées et sorties de tunnels. Ça crée une espèce de bang acoustique. C'est désagréable pour les voyageurs et ça crée des espèces de freinage, réaccélération, donc surconsommation d'énergie. Et pendant 30 ans, ils ont ce problème industriel. Encore une fois, le Shinkansen, on le cite souvent en exemple en biomimétisme, mais il n'est pas né comme ça. Il a fallu attendre ce monsieur que vous voyez là, l'ingénieur Nakatsu. Je dis Nakatsu parce que je ne sais pas comment on prononce son prénom. Pour résoudre le problème au début des années 90. Nakatsu arrive au début des années 90. Il est, comme ses collègues, confronté au même problème, sauf que Nakatsu a un petit talent supplémentaire, un petit intérêt supplémentaire, c'est qu'il est passionné d'oiseaux, il est ornithologue, et c'est lui qui pense au modèle du vivant, et c'est lui qui se dit, mais finalement le martin-pêcheur, mais bon sang, mais c'est bien sûr, en japonais dans le texte, le martin-pêcheur, il a résolu notre problème. Il est passé d'une pression à une autre, sans problème. Il est passé d'une pression d'air à une pression d'eau. Nous, c'est 2 pressions d'air, mais enfin avec un taux d'humidité différent. Résultat des courses, ce Shinkansen a un drôle de nez. Ce n'est pas la seule innovation que j'ai inspirée sur le Shinkansen, mais je ne vais parler que de celle-ci aujourd'hui. Il a un nez extrêmement allongé. Ça a permis de réduire à 0 les turbulences sonores, c'est-à-dire que maintenant, les entrées et sorties de tunnels se font sans aucun à-coup. Et eux, ils ont gagné à peu près 15% d'économie d'énergie et 70 km/h de vitesse. Alors, en matière de matériaux, si je continue, et en restant dans l'aéronautique, et en restant dans l'exemple de nos structures osseuses. Nos structures osseuses, comme beaucoup de structures dans le vivant, vous prenez une tige d'une plante, c'est la même chose. En fait, le vivant a inventé bien avant nous ce qu'on appelle l'additive printing ou l'impression 3D. On a l'impression d'être des génies aujourd'hui pour l'avoir inventé. En réalité, le vivant fabrique ces structures, ces matériaux en additive printing depuis toujours, jamais en extraction de matière. Et nos os en sont un exemple. Eh bien, côté Airbus, ils ont travaillé avec une boîte qui s'appelle Autodesk pour pour réduire la quantité de matière, c'est-à-dire le poids. Ils ont commencé par un élément de l'habitacle qui sont ces cloisons que vous voyez dans l'avion pour séparer les différents compartiments de la cabine. Et ils ont fait ça avec du design générationnel ou computationnel, c'est comme vous voulez, pour trouver une structure optimisée à la façon des structures osseuses. Résultat des courses, c'est 45% de matière en moins. Si vous l'appliquez à une autre échelle en matière d'architecture, et vous regardez du côté d'un cabinet d'architecture qui s'appelle Béchu et Associés, alors pour les Parisiens qui vont à la Défense de temps en temps, c'est la tour D2 que vous voyez au début, à gauche du boulevard circulaire, qui là aussi a une forme d'exosquelette inspirée de la structure osseuse. Donc là, ils ont réussi à économiser 40% de matériaux sur la structure porteuse, là aussi en s'inspirant des structures naturelles. Dans la gamme des structures naturelles, entre guillemets, vous reconnaissez ici une coquille d'ormeau, qui est magnifique avec ses reflets, mais qui est aussi un matériau ultra résistant. Vous avez différentes équipes de recherche, côté Canada, McGill, mais aussi en France avec quelqu'un qui s'appelle Sylvain Deville, qui a étudié cette structure-là. C'est un peu comme si à la maison, vous vous disputiez et que vous faisiez tomber par terre une pile d'assiettes en porcelaine. Vous auriez à ce moment-là un tas de morceaux d'assiettes enchevêtrés les uns dans les autres. Eh bien, cette structure de nacre de coquille d'ormeau, c'est un peu ça. Et quel est l'intérêt de ça? C'est que en cas de fissure, la fissure a beaucoup de mal à se propager parce que le chemin est encombré d'une certaine manière. Eh bien, chez McGill, ils sont amusés à micro-fissurer du verre à la façon des coquilles d'ormeau. Ça l'a rendu 200 fois plus résistant. Donc, à partir du moment où vous avez un matériau plus résistant, eh bien, sa longévité va être plus importante, etc. Vous avez toujours des bénéfices intéressants à en tirer. Le requin que vous voyez là, on en parle pour bien des choses, mais là, peut-être sur un aspect plus surprenant, c'est que
il a une peau étonnante. Il crée une forme de seconde peau qui est comme un filet d'air, ce qui lui permet d'être extrêmement véloce dans l'eau. Mais c'est surtout parce que cette nanostructure de surface, qui s'appelle les denticules, ce revêtement cutané, c'est en fait un revêtement antibactérien, anti-tout d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'il n'aime pas voyager avec des passagers clandestins. Et bien là, ce qui est intéressant et amusant, c'est que c'est un peu comme le peigne de l'aile de chouette de tout à l'heure. Une entreprise américaine, Sharklet, elle l'a répliqué, n'a pas fait exactement le même, mais l'a répliqué. Et en le répliquant, ils obtiennent une surface antibactérienne. Et avec le bon sens pragmatique des Américains, ils vendent ça aux hôpitaux et aux cliniques, par exemple sur les poignées de porte, pour réduire la propagation des bactéries. Parce que les bactéries viennent s'empaler d'une certaine manière là-dessus. Et je crois qu'ils réduisent à plus de 90% la diffusion des bactéries avec ces stickers antibactériens. Alors, une autre icône du biomimétisme, c'est évidemment l'araignée et cette fameuse soie d'araignée, qui, comme vous le savez, est le matériau le plus génial qui existe dans le vivant et tous les matériaux composites qu'on a pu créer nous, qui est plusieurs fois plus résistant que l'acier, etc. Sauf que jusqu'à maintenant, c'était compliqué parce qu'on ne peut pas cultiver des araignées parce qu'elles ont tendance à se manger les unes les autres. Donc, c'est pas très sympa et c'est pas très facile. Mais ce qui est intéressant, c'est deux petites choses amusantes, parce qu'une boîte allemande a réussi quand même à répliquer cette protéine de soie d'araignée. Mais juste avant, je voudrais vous montrer une petite vidéo grâce à un chercheur de l'UPMC qui s'appelle Arnaud Ankovia, qui était venu nous montrer ça à Biomime Expo 2016, quand on était encore, là vous le voyez derrière, dans le manège équestre de Senlis, et qui nous a expliqué pourquoi le fil d'araignée reste en tension quand vous, et comment il reprend sa tension. C'est-à-dire quand vous mettez votre main sur un fil d'araignée, que vous le poussez et que vous ne le rompez pas, et que vous retirez votre main, il reprend sa tension. Il n'est pas lâche quand vous retirez votre main. Et en fait, Arnaud nous avait expliqué que vous avez une forme comme des micro-gouttelettes huileuses, comme des pelotes de laine d'une certaine manière sur ce fil d'araignée, ce qui lui permet de scotcher et d'attraper les insectes. Mais c'est aussi autour de ces micro-gouttelettes huileuses que le fil d'araignée va se débobiner ou se rembobiner. Donc si vous le rétractez, c'est là où j'utilise mes mains, il se réembobine autour de cette bobine huileuse qui existe tout au long du fil d'araignée. Donc ça, premier éclairage intéressant et amusant. Alors ça donne plein d'idées sur des matériaux élastiques qui ne vont pas se rompre, pour des câbles, pour tout un tas de choses. Et plus récemment, et c'est une première mondiale, un professeur qui s'appelle Thomas Scheibel, à l'université de Bayreuth en Allemagne, a travaillé sur la protéine de soie d'araignée et, extraordinaire, ils ont réussi à synthétiser cette protéine de soie d'araignée et à l'industrialiser avec une boîte allemande qui s'appelle AM Steel, et ce qui donne des perspectives incroyables aujourd'hui parce que vous avez un matériau extrêmement résistant qui est une alternative aux dérivés hydrocarbures, qui est biodégradable, qui peut permettre des applications médicales parce qu'il est assimilable par l'organisme. Il a des caractéristiques intéressantes en matière de non-colonisation. Si vous prenez une toile d'araignée dans une vieille maison hantée qui reste là pendant des siècles, elle ne va pas être colonisée. Vous n'aurez pas de bactéries sur cette toile d'araignée. 200 ans, 300 ans plus tard, elle restera entre guillemets propre. Il y aura peut-être de la poussière qui se sera agglutinée sur la toile d'araignée. C'est pour ça que on voit ces ambiances un peu à la famille Adams là, de toiles d'araignée alourdies de poussière, mais pas colonisées. Ils ont réussi, donc AM Steel, à synthétiser cette protéine de soie d'araignée et ça donne des perspectives vraiment, vraiment intéressantes. Vous pouvez tout imaginer à partir de là, puisque vous avez une fibre. Vous avez une fibre textile, vous pouvez en faire des matériaux et en créer des applications diverses et variées. Ça, c'est juste Stockley, la marque de ski, c'est juste un petit exemple rapide, mais je vais accélérer. On va dire que dans le biométisme, il y a aussi des choses un peu fun. Il y a pas mal d'équipements de sport de haut niveau qui s'intéressent à ça. Là, Stockley, ils ont développé une semelle qui est la façon des carapaces des tortues va être capable, parce qu'en fait, les carapaces des tortues bougent
autour de ces formes polygonales pour respirer. Eh bien, cette semelle du ski Stockley, il va être à la fois souple et rigide. Souple, il va avoir de la souplesse dans les virages. Il va reprendre de la rigidité dans les pentes. Vous avez une marque de club de golf qui s'appelle Ping, qui s'est inspirée de la structure des ailes de libellule pour renforcer la tête du club. Vous avez des surfeurs très sympas avec Qatari, avec une boîte qui s'appelle S-Wings, qui ont inventé des dérives de surf inspirées des nageoires, des poissons. Vous avez tout un tas. Vous avez même un équipementier en sport de haut niveau vélo qui s'appelle Zip, qui s'est inspiré des tubercules de la nageoire de la baleine à bosse pour faire ces espèces de petites irrégularités à l'intérieur de la jambe de la roue pour lui donner plus de vitesse. Donc, vous avez aussi dans le biomimétisme des choses qui sont assez rigolotes et assez fun dans le domaine du sport. Et puis, des choses beaucoup plus intéressantes et sérieuses. Je vous montre juste l'image pour vous le dire. Cette boîte s'appelle Solétanche Bachy, qui est une grosse boîte vraiment intéressante française. C'est intéressé à une bactérie calcifiante pour consolider des digues. Vous avez des bactéries qui sont capables de créer une forme de ciment calcaire, de biociment calcaire, en créant des cristaux de calcite qui vont agglomérer des grains de sable en cas d'infiltration. Et donc, quand vous encapsulez ces bactéries calcifiantes à l'intérieur d'une digue, par exemple, ou d'un ouvrage, eh bien, vous allez réduire là aussi la propagation des fissures et donc vous allez améliorer la longévité des ouvrages. L'effet lotus est un autre effet bien connu. On a tous en tête cette perle d'eau qui roule en surface de la feuille. Et là, vous avez un petit schéma avec cet effet dit planche de Fakir qui vous explique, pardon, je vais déborder de 10 minutes, hein, je regarde l'heure, mais je promets de terminer, qui vous explique en fait, la bille d'eau, elle perd en surface parce qu'elle roule sur les têtes de clous de ces petits picots là, que vous avez à la surface de la feuille, ce qui fait que vous réduisez la surface de frottement. Au lieu d'avoir un pneu dégonflé qui vient s'écraser sur la surface et donc qui ne va pas rouler parce que la surface de frottement sera importante, vous avez un pneu super gonflé qui ne va toucher en réalité que ces têtes d'épingle. Et donc, à partir de ce moment-là, la surface de frottement sera réduite et donc ça va rouler. Et en roulant, ça va embarquer toutes les informations. On a développé un vitrage auto-nettoyant. Vous avez même eu un test avec une Nissan Note, où ils ont peint la voiture d'un côté avec une peinture métallique normale, métallisée normale, et de l'autre côté avec une peinture à effet lotus. Et donc, votre voiture reste propre parce que vous avez cet effet perlant en surface. C'est quand même intéressant. Ce petit scarabée, c'est le ténébrion du désert. Vous remarquez sur sa carapace qu'il a des bosses et des creux. Il a des petites bosselettes. Alors, vous le voyez en image dans des films absolument magnifiques de la BBC. C'est ce petit scarabée. Vous êtes en Namibie, au côté ouest de l'Afrique. Il n'y a évidemment pas un gramme d'eau à des kilomètres, mais vous avez quand même l'océan à un moment donné à l'horizon. Eh bien, ce petit scarabée, il sort de sa tanière dans laquelle il a passé la nuit, et puis il va grimper en haut de la dune, et il va se mettre exactement à 45 degrés, les fesses en l'air, face à l'océan qui est lointain. Et les bosses de sa carapace sont hydrophiles, elles vont capter le très peu d'humidité qui existe dans l'air, parce qu'il y en a quand même un peu, et les creux sont hydrophobes, ce qui fait que vous allez avoir un peu de condensation sur les bosses, et quand il y aura un peu de poids, ça va tomber, et ça va tomber dans un creux qui va former une rigole. Ce creux est hydrophobe, donc ça va glisser, c'est un peu comme l'effet lotus. Et pourquoi il se met à 45 degrés? Parce qu'en glissant, c'est un peu comme une gouttière, ça va aller jusqu'à sa bouche et il va prendre son bol de petit déjeuner comme ça. Eh bien, Sto, qui est une entreprise allemande de peinture industrielle, s'en est inspiré pour faire une peinture ultra sèche, qui sèche plus vite, mais surtout qui reste sèche, donc il y a moins de moisissures, ça dure plus longtemps, etc. Toujours en répliquant cet effet de structure. En termes d'effet de structure, le génie, c'est ce papillon bleu qui s'appelle le MOFO. Serge Berthier est un spécialiste à l'Institut des nanosciences de Paris pour vous en parler. C'est un papillon bleu qui est bleu sans pigment. C'est une coloration dite structurale. En fait, il a 4 strates d'écailles qui se succèdent et qui sont enchevêtrées, qui sont superposées les unes sur les autres en étant orientées de différentes manières et de différentes tailles. Et en fait, ça crée une diffraction de la lumière dans les tons de bleu. Et donc, c'est une coloration sans chimie,
intéresser des gens comme L'Oréal. Mais pourquoi je vous ai mis des panneaux photovoltaïques? C'est parce que ce petit papillon bleu qui vit en Amazonie, dans des zones chaudes, il vit bien autour de 40 degrés, mais s'il commence à faire trop chaud, il va devenir iridescent, il va renvoyer de la chaleur. Ce qui fait qu'on n'est pas loin d'imaginer un matériau qui, par sa propre structure, va être capable d'autoréguler sa température. Si vous autorégulez votre température, eh bien, vous réduisez la planche thermique, vous réduisez la déformation du matériau et vous augmentez sa longévité. Et donc ça, c'est intéressant, par exemple pour des gens qui fabriquent des panneaux photovoltaïques qui sont exposés à de fortes amplitudes thermiques. Alors évidemment, comme la nature est souvent multifonctionnelle, il se trouve que ce papillon morpho, il est aussi hyper hydrophobe, antibactérien. Il y a plein de choses intéressantes à en tirer. Ça, c'est un autre petit camarade papillon qui s'appelle le Greta Otto, qui a les ailes probablement les plus transparentes de ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant. Donc ça donne plein d'idées pour notamment enfin pouvoir utiliser nos écrans bien énergivores, mais qui auront moins de reflets demain, peut-être grâce à ce papillon Greta Otto. Donc souvent dans le vivant, et notamment côté insectes, vous avez plein de structures qui sont anti-reflets ou antibactériennes et qui sont intéressantes de ce point de vue. L'autre exemple assez iconique, mais il y en a plein, c'est tout ce qui tourne autour de l'adhésion. Et l'exemple iconique, vous avez tous chez vous une innovation bio-inspirée, inspirée de cette fleur de bardane, et grâce à ce génie, chercheur suisse qui s'appelle Georges de Mestral. On est là dans les années 40. Georges de Mestral va faire une promenade en forêt avec son chien et il revient, il observe que sur le pelage de son chien, il y a des fleurs de bardane qui se sont accrochées. La bardane n'est pas la seule à avoir cette stratégie pour se diffuser dans son environnement, mais il étudie ça et comme c'est un chercheur, inventeur un peu génial, il se dit tiens, mais c'est bigrement intéressant, bon, je fais court, il se rapproche d'une boîte de textile lyonnaise et il réplique le crochet de la fleur de bardane. Donc là, il n'a pas besoin de microscope électronique. Le crochet de la fleur de bardane, il est bien visible. Il le réplique d'un côté. Et de l'autre côté, il se dit qu'est-ce qui pourrait ressembler au pelage de mon chien? Et avec cette boîte de textile, ils imaginent un velours. Ce qui fait qu'il va avoir un côté velours qui imite le pelage de son chien. De l'autre côté, un côté crochet qui imite la fleur de bardane. Velours, crochet, velcro. Donc c'est une colle sèche. Aujourd'hui, évidemment extrêmement répandue. Il ne reste plus qu'à trouver des matériaux textiles qui soient des dérivés des hydrocarbures et le tour sera joué. On aura un joli produit sans composés organiques volatiles, etc. Maintenant, c'est le gecko aujourd'hui qui est la star de l'adhésion, ce fameux petit lézard qui adhère. Je vais vous montrer juste une petite vidéo en même temps. Voilà. Qui adhère grâce à un effet dit Van der Waals. C'est-à-dire qu'en fait, sur la patte de gecko, imaginez que vous avez des espèces de petits poils et vous en avez plusieurs milliers au millimètre carré. D'accord ? Et chacun de ces poils se subdivise en une centaine de spatules. Ce qui fait que vous avez un effet qui s'appelle Van der Waals. C'est une adhésion en réalité électrique et atomique. Vous êtes à un niveau tellement fin que vous créez, encore une fois, une adhésion moléculaire, atomique, si vous voulez. Eh bien ça a intéressé du côté de Stanford et de la NASA pour pouvoir développer une matière capable d'attraper des objets sans avoir besoin d'avoir sur l'objet, à la façon du velcro, une autre matière préexistante. C'est-à-dire que là, vous êtes capable d'attraper des objets qui sont en l'état, dans l'espace ou ailleurs, et surtout, vous le faites sans aucun dépôt de matière. Donc ça, c'est le génie du gecko qui a enfin été résolu. On s'est posé pendant très nombreuses années la question du mode de fonctionnement. Donc ce n'est pas un effet ventouse, il n'y a pas de colle, etc. Vous avez une boîte de fabricant de moquettes qui s'appelle Interface qui s'en est inspiré pour réduire considérablement par un facteur 20 la quantité de colle nécessaire pour faire adhérer des dalles de moquette. Ford s'y intéresse pour améliorer l'économie circulaire dans le recyclage des matériaux qui sont présents dans l'habitacle de la voiture. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir du textile, du bois, du plastique, etc., bien collé, qu'on peut vraiment difficilement désassembler, se disent, mais tiens, est-ce qu'avec l'effet Van der Waals de la pâte de gecko, on ne pourrait pas assembler les matériaux et les désassembler beaucoup plus facilement et donc augmenter notre capacité à faire du circulaire en fin de vie du produit. Et pourquoi est-ce que Tom Cruise a des gecko gloves dans Mission Impossible et pourquoi est-ce qu'il est bien bête et pourquoi est-ce que nous sommes bien bêtes? C'est parce que je ne sais pas si vous avez vu ce film, effectivement remarquable,
Et un des deux gants de Tom Cruise ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus d'énergie, il est en panne de pile. Parce qu'il faut vraiment avoir une vision d'anthropocène pour imaginer que tout fonctionne à l'énergie. En fait, le gecko a une adhésion qui ne fonctionne sans énergie. Et nous, on n'est pas foutu de penser des gecko gloves sans ajouter des piles. Donc, évidemment, les piles ne marchent plus, il n'a plus de gants. Mais en tout cas, l'effet est intéressant et fonctionne aujourd'hui grâce à Stanford et aux équipes de la NASA. Alors, ces petites cataphysis, je vous en parlais, cataphysis, pardon, je vous en parlais tout à l'heure, elle est intéressante parce qu'elle se promène dans le désert en vagabondant d'une certaine manière pour trouver de la nourriture. Elle est capable de revenir en ligne droite au bercail. Vous avez des chercheurs à l'Institut des sciences du mouvement de Marseille, notamment Stéphane Violet et Antoine Wistrache, qui s'en sont inspirés pour développer un robot qui est capable de se géolocaliser sans système GPS. Parce qu'en fait, cette petite fourmi a une forme de boussole solaire. Elle va chercher de la nourriture et quand elle revient, elle se réoriente au soleil et pour retrouver l'entrée de la fourmilière qui est grand comme la paume de notre main au milieu de la dune du désert, c'est quand même pas évident à retrouver, pour s'arrêter au bon endroit, elle a une forme de scan abdominal qui a scanné le terrain quand elle est partie en vadrouille et c'est pas tout à fait exact mais on peut le résumer comme ça, pour revenir et s'arrêter au bon moment. Elle compte ses pas. C'est pour ça que sur la photo de gauche, vous avez des échasses. Parce que les chercheurs ont, à un moment donné, fait l'expérience de lui rajouter des échasses. Eh bien, elle est revenue trop loin. Elle a passé l'entrée de la fourmilière. Et donc, ils ont développé là un système de GPS qui est capable de se géolocaliser avec cette boussole solaire et ça donne tout un tas d'applications intéressantes. Je crois qu'ils bossent avec le groupe PSA pour la suite des travaux. Mais de toute façon, le GPS, vous en avez déjà, et du biométisme, vous en avez déjà dans vos GPS avec cette stratégie de communication entre les fourmis par les dépôts de phéromones. Vous avez Marco Dorigo, notamment, dans les années 90, qui a développé des dépôts de phéromones des fourmis pour optimiser leur temps de trajet, puisque c'est leur façon de communiquer entre elles, parce qu'elles n'ont pas de mémoire. Donc, elles déposent ces substances chimiques odorantes, et ça permet de baliser un terrain. Eh bien, c'est un peu ce que nous faisons chacun d'entre nous avec nos véhicules, enfin, quand on le fait. On indique aux autres par où on passe et ça permet d'optimiser les trajets. Je vais vraiment boucler en vous montrant 2-3 derniers cas intéressants. D'abord, cette boîte s'appelle Prophétie, qui a développé un capteur inspiré de notre rétine humaine. Parce que dans le biomimétisme, il y a aussi l'homme, parce que tout n'est pas mauvais chez l'homme, et nous sommes aussi une machine formidable. Et il se trouve que notre rétine, contrairement aux bêtes caméras que nous avons tous aujourd'hui, ne va pas capter de l'information sans réfléchir. Aujourd'hui, si vous prenez une caméra et que vous filmez un mur blanc, pendant une journée, vous allez avoir 2 gigas de données d'un mur blanc. Alors que si vous regardez un mur blanc sur lequel il ne se passe rien, vous allez avoir un influx nerveux assez faible. En revanche, si à un moment donné un gecko traverse le mur, là, vous allez avoir une sorte de déclic, d'alerte. C'est un peu comme quand vous regardez je sais pas, une assemblée, moi je fais ça de temps en temps en conférence, je demande à l'assemblée de se figer, sauf à une personne à un moment donné de bouger. Eh bien, mon œil, il va figer une image de manière assez passive. Enfin, j'essaye de ne pas l'être trop, mais et puis quand tout d'un coup quelqu'un bouge, pof, je vais avoir une alerte. Eh bien, leur capteur, il fonctionne comme ça, avec des pixels indépendants, ce qui fait que vous avez une caméra qui réduit considérablement la quantité de data, donc la quantité d'énergie, donc la quantité de stockage nécessaire pour capter de l'information. Et en plus, comme vous réduisez le flux d'énergie et le flux de data, vous êtes plus réactif et vous pouvez gagner de la distance au freinage sur des véhicules autonomes demain, par exemple. Bon, ce Bombix, c'est juste pour vous dire que le génie des capteurs dans le vivant s'appelle le Bombix, c'est ce petit papillon qui se nourrit de feuilles de mûrier, qui a des antennes râteaux qui sont capables de déceler une phéromone femelle, toujours une bonne raison dans le vivant. Il est capable de détecter une molécule de phéromone femelle à 10 km de rayon. Donc, une molécule dans un volume d'air de 10 km de rayon. Je vous laisse faire le calcul, mais il est assez balèze. Vous avez quelqu'un comme Jérôme Casas qui travaille là-dessus pour en développer des capteurs, des micro-capteurs ultra efficaces. M2I Biocontrol, c'est intéressant. C'est un pesticide en créant justement de la confusion sexuelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un brouilleur de messages. Il va disperser de la phéromone femelle, mais en quantité abondante
ce qui fait que les mâles vont être paumés. Ils ne vont pas trouver les femelles, ils ne vont pas se reproduire. Donc, c'est un substitut aux pesticides, donc substitut aux dérivés hydrocarbures et à la chimie, complètement biocompatible, qui ne tue pas, mais voilà, qui, les pauvres, leur empêche d'avoir des descendants. Les cerfs du gris. Oui. Je suis désolée parce que je vois qu'il y a pas mal de participantes qui vont nous quitter. D'accord, bon, ben, je vais terminer. Parce que je voudrais leur laisser l'opportunité peut-être au moins une ou deux questions en direct qui ne repartent pas trop frustrés. Je pense que… Oui, je comprends. Voilà, je comprends. Je te remercie. Ben, je m'arrête là et on peut prendre les questions alors. Ah, écoute, c'est sympa. Merci beaucoup. Alors, pour poser les questions, vous avez la possibilité de lever la main. Je m'adresse aux participants et à ce moment-là, moi, j'aurai le plaisir de vous passer en vidéo directement et donc vous pourrez poser votre question live. Ah, je vois qu'il y en a autrement qui sont arrivés. Alors, on va reprendre les questions. En tout cas, on a déjà des retours de messages comme quoi c'était passionnant, Alain. Voilà. Ouais, Alain est passionnant et passionné. Oui, c'est pour ça que je suis trop long, je suis désolé. Non, c'est pas trop long. C'est juste fantastique. Je voyais les gens partir et je me disais, je voulais… Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer à une question? Non, c'est moi qui dois aussi manipuler Zoom. Non, j'ai toujours des commentaires passionnants. Est-ce que quelqu'un veut lever la main? J'ai vu aussi qu'il y avait une personne qui avait fait le commentaire, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Caroline, de la société Bouzouk. Voilà, oui. Est-ce que vous la connaissez, la société Bouzouk, apparemment, qui a fait le bus? Je ne sais pas si Caroline veut en parler directement, si elle est toujours là. Je peux lui donner volontiers la parole. Non, je pense qu'elle est partie. Donc, écoutez… Je regarde en même temps les questions, mais sinon, je termine en 5 minutes. Voilà. Attendez. En 2, Alain. En 2, oui. En 2, ok. Oui. Non, ben, je termine en 2. Regarde s'il n'y a pas de… Ouais, hop. Attendez, j'y retourne. Ouais, je regarde la conversation. Ben, ouais, je veux bien terminer en 2 minutes et Quel lien arriver à faire entre biomimétisme et circuit court? Voilà. Quel lien entre biomimétisme et circuit court? Là, je vois une question de Margot. Ben, en fait, le vivant travaille en circuit court en réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'absence de mondialisation standardisée, dans la mesure où on s'approvisionne dans son biotope, on s'approvisionne dans son écosystème, encore une fois, en ressources nourricières, en partenaires sexuels, en matériaux de construction, etc. Et donc, toutes les logiques de circuit court et d'approvisionnement, surtout adaptées à son environnement. Il faut être adapté, c'est vraiment ça le mot-clé. Il y a cette idée de relocalisation telle qu'on l'aperçoit bien industriellement et économiquement parlant, mais c'est surtout qu'on prend compte de son environnement pour être adapté à son environnement, encore une fois, pour son alimentation, pour ses matériaux de construction, pour ses comportements. Et donc, d'une certaine manière, le circuit court est un des grands principes du vivant. Et on l'oublie de temps en temps, donc le biomimétisme permet de le rappeler, y compris dans une stratégie de résilience de territoire. Souvent, des élus, par exemple, des responsables d'animation territoriale se disent comment est-ce que je peux faire venir des grands groupes internationaux sur mon territoire ou comment est-ce que je peux embarquer mes acteurs économiques à l'export. Bon. Ce n'est pas comme ça que se poserait le vivant s'il devait dynamiser son territoire. Le vivant, il chercherait à dynamiser son territoire en augmentant le bien-être de son territoire, en augmentant les interactions et les symbioses positives entre les acteurs de son territoire. Et donc, en densifiant les interrelations entre les différents acteurs qui existent sur l'écosystème, plutôt qu'en cherchant à étendre cet écosystème. Alors, on va prendre une dernière question et je vais lui donner la parole. Voilà, s'il peut parler. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas Bouton. Alors, moi, je lui ai demandé en unmute, mais je pense qu'il arrive. Est-ce que Thomas peut… Voilà, Thomas, tu peux poser ta question. Vous pouvez poser votre question si vous voulez. Oui, en
en fait, j'avais une question complémentaire sur des références entre design, esthétique et biomimétisme. Oui. Il y a beaucoup de design dans le biomimétisme parce que souvent, d'abord, le biomimétisme n'est pas une fin en soi et n'est pas automatique en absolu. C'est-à-dire que c'est comme les antibiotiques, hein, ça ne suffit pas et ce n'est pas automatique en matière de bénéfices environnementaux. Et donc souvent, ce qui est intéressant, c'est de combiner de l'éco-conception, et souvent dans l'éco-conception, il y a du design, c'est là où le design souvent est intéressant, de la bio-inspiration, mais aussi de l'économie circulaire, et aussi parfois, ça peut être de la bio-assistance, du bio-contrôle, du bio-sourcing, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, c'est cette idée qu'il n'y a pas une chapelle qui a raison par rapport à une autre, et probablement que la bonne solution elle vient dans la combinaison des différentes approches, et que aucune de ces approches n'a le monopole à elle seule du bénéfice vertueux. Donc, combiner les approches, y compris par le multiculturalisme et la pluridisciplinarité, qui est une des grandes règles aussi des innovations bio-inspirées. Souvent, on a une innovation bio-inspirée parce qu'on a créé de la pluridisciplinarité. Parce qu'un designer va bosser avec un écologue, qui va bosser avec un architecte, qui va bosser avec un biologiste, qui va bosser avec, etc. À ce moment-là, je parlais de changement de regard tout à l'heure, eh bien, on se déformate un peu collectivement notre schéma de pensée, parce qu'individuellement, on est assez formaté, en fait. On se déformate collectivement notre schéma de pensée, et à ce moment-là, on change de regard sur l'autre, on change de regard sur le problème qui est posé, et on change de regard sur le vivant qui peut nous apporter des solutions. Donc, le design, ça fait partie des forces vives qui sont souvent inspirantes dans les équipes pluridisciplinaires sur le biomimétisme. Je pense qu'on va en arrêter là parce que ce message de la diversité, que le biomimétisme nous encourage à la diversité, c'est tout à fait l'objectif aussi d'aujourd'hui. Donc, Hélène, je te laisse conclure et remercier Alain, bien sûr. Bien sûr. Un grand merci Alain pour cette présentation passionnante, passionnée, qui nous aide aussi à mieux comprendre comment on peut être bio-inspiré quand on est une entreprise et comment on peut aller chercher dans la nature ce qui se fait pour respecter notre environnement. Merci à tous de vous être connectés. Encore désolé pour ce dépassement de temps, mais quand c'est passionnant, le temps n'a plus la même échelle. Dans tous les cas, nous avons 2 prochains webinars que nous pouvons aussi vous proposer qui seront des sessions en anglais. Le 29 avril, sur le recovery, en sachant que la première partie sur le risk management est déjà disponible sur le site Pinkinov, puisque Nikki Kons, qui est conseillère du gouvernement israélien, va intervenir pour expliquer comment on peut recouvrer une activité en temps de crise. Et le prochain sera aussi un webinaire international avec le R20 et l'intervention de Wayne Duzo, qui est le vice-président du Edge Computing et du Data Service de Amazon Web Service. Donc, suivez-nous, voyez ce que l'on propose en ce moment en termes de webinaire, et nous en travaillons un 3e sur comment l'innovation peut être source de performance pour les entreprises, notamment en sortie de crise, ce qui pourrait permettre à certains de s'en inspirer. Merci à tous, merci. Si vous avez le temps de remplir la petite enquête que vous propose Véronique en ligne. Et en tout cas, ravi d'avoir passé de ce moment-là avec vous. Ravi aussi d'avoir eu Alain avec nous. Et surtout, suivez Biomime Expo de près. Inscrivez-vous pour le 20-21 octobre prochain. Il y a plein de choses très intéressantes à y découvrir. Des entreprises, des projets. Enfin, une vraie expérience pendant deux jours qui nous attend au mois d'octobre. Merci beaucoup. Désolé d'avoir été trop long, mais non, c'était passionnant. Il y a encore beaucoup à dire, donc on se reparlera avec plaisir. Merci. On voit que le webinar, ça peut être une solution et on planifiera de prendre les questions. On apprend aussi tous, n'est-ce pas, avec l'expérience. Au revoir. Merci. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.